Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous propose un format simple, un regard sur la société. J'essayerai d'exposer une opinion et je vous proposerai de faire vivre le débat en me portant à la contradiction si vous le souhaitez. Aujourd'hui, ce dilemme nouveau. La gauche est le chevalier défenseur de la morale. Elle est même, dit-on, une école moralisatrice. La droite est devenue un havre pragmatique où la morale n'a plus sa place. Une inversion totale. La gauche historique était marxiste, matérialiste. Elle rejetait la morale. La droite historique était catholique. Elle tenait en haute estime la loi morale. C'était là même sa principale raison de s'opposer à la gauche. Si on devait parler un peu vite, il faudrait dire que la droite a trahi ses principes, tandis que la gauche a trahi son idéal. En tout cas, tout le monde parle de morale, mais personne ne semble parler exactement de la même chose. La morale est à la mode. Il y a des cours en bourse, des vertus et des vices. Il faut essayer de rendre la réalité inacceptable. On peut faire cela au nom de la politique. On puisse dire qu'il faudrait qu'un représentant politique n'ait pas de casier judiciaire, ça me paraît tellement évident que je suis sidéré qu'on n'y ait pas songé plus tôt. Ou bien au nom de la morale. La morale fait partie de la politique. L'idée du bien et du mal font partie de la politique et gouvernent souvent notre engagement personnel. À ceux et celles qui reprochent à la gauche d'incarner le camp du bien qui se bat au nom des valeurs, je ne répondrai qu'une chose, non, la gauche c'est le camp qui a entamé vos valeurs et combat au nom de droit et sur la base d'arguments, comme Badinter pour l'abolition de la peine de mort. La morale, on vous la laisse. Dans le registre de la morale, il n'y a pas de choix possible. Il n'y a que le bien ou le mal. Monsieur tue, on vous entend plus. Monsieur tue les autres et vous lui donnez la parole. Laissez-le parler. Quel est ce relativisme? Tous les scientifiques le disent, parce que l'Holocauste déborde. Mais arrêtez de dire Holocauste à tout bout de champ, c'est pas possible. D'urine, d'infection, de mutilation. Non mais est-ce que les intérêts économiques sont plus hauts que les intérêts moraux? Non mais ça c'est une opposition qui n'existe pas, parce que quand vous vous occupez de la vie des gens, vous devez vivre, hein, donc ça c'est un peu des choses de privilégiés. Moi je suis pas du tout de gauche, j'aurais beaucoup aimé, écoutez-moi, j'aurais adoré. Mais c'est un niveau d'âme et une supériorité humaine que je n'ai pas. Si au fond vous considérez que l'illégalité des moyens mis en œuvre pour faire surgir ou jaillir la vérité est peu de choses à côté de la légitimité de la cause, alors ça veut dire qu'à vos yeux le bien l'emporte sur le droit. Ça, c'est plus du tout la démocratie. Ça, c'est l'ordre moral. Prenons comme point de départ cette émission, publiée par Mediapart en 2018, intitulée « La gauche est-elle le camp du bien ?» Et j'ai eu l'impression d'entendre un double discours. Dans une première partie de la vidéo, Usul fait l'éloge de M. Mélenchon pour son attache à la morale. Et il fait la critique de M. Enthoven pour son amoralisme et son légalisme, en suggérant que le premier se bat dans le bon camp, tandis que l'autre a lâché les armes. Globalement, la raison pour laquelle M. Enthoven a tort, c'est parce qu'il ne mène pas le combat. Mais très vite dans la vidéo, Usul lance, d'ailleurs selon moi de manière un peu présomptueuse, je cite « On sait depuis Montaigne que la morale est relative au temps et au lieu ». Continue son argumentation de sorte à faire voir qu'en fait, le camp du bien, ça n'est pas la morale, mais c'est plutôt d'aller au-delà de la morale. C'est l'amoralisme. Si demain je dis que je n'aime pas travailler, cela sera perçu comme une position immorale. Je serais un mauvais exemple pour la jeunesse. Donc, à ceux et celles qui reprochent à la gauche d'incarner le camp du bien qui se bat au nom des valeurs, je ne répondrai qu'une chose, non, la gauche c'est le camp qui a entamé vos valeurs et combat au nom de droit. Deux choses étonnantes. Bon, déjà, la position en elle-même. Le bien, c'est l'absence de morale. Bon, un peu étrange. Mais chose surtout étonnante, pourquoi M. Mélenchon était loué même avec cette épithète, camarade Mélenchon, pour sa position moraliste, et M. Enthoven était blâmé pour son amoralisme. Devrait-on comprendre que, maintenant que le moralisme est mauvais, M. Mélenchon est dans l'erreur, voire dans le mal. Outre cela, on a compris le raisonnement. Les valeurs, c'est bon pour les théologiens, normalement. Et le combat de la gauche s'inscrit même contre les valeurs morales. Usul dit la gauche avance quand elle se bat contre des valeurs, quand elle fait éclater des tabous, quand elle fait éclater les cadres moraux. On a compris, mais on fait tout valdinguer pour aller où?
Eh bien, l'auteur nous répond, quand on a retiré tout ce qui semble attaché au siècle passé, aux valeurs révolues, eh bien, on se bat pour des droits. Parce que les droits, ce sont ces choses absolues qui méritent qu'on se batte pour elles. Donc voilà, le droit des femmes, le droit à l'égalité, le droit à la scolarité, etc. Ce sont les exemples qu'il donne. Mais c'était quoi la morale selon les autres ? La morale classique, c'est cette règle de l'agir, cette manière de comprendre ce qu'il est bon de faire ou de ne pas faire. Et on la distingue très classiquement des mœurs, qui sont les habitudes de tel peuple, tel autre, sur la façon de manger, de s'habiller, etc. Il est vrai que la morale a un cours en bourse selon les époques, les cultures, certaines valeurs sur lesquelles on insiste plus ou moins. Mais il reste des éléments qui ne changent pas et qui sont communs partout. C'est la morale. C'est le modèle de pensée devant lequel la gauche historique s'est retrouvée. Cette gauche historique nous dit, regardez, il y a une erreur, ou plusieurs. Vous avez telle loi morale qui n'en est pas une. La pureté, l'indissolubilité du mariage, la fidélité et l'infidélité. Rappelle que le divorce est autorisé et que l'infidélité n'est plus un délit. Voilà. Ces choses que, dirait-il, l'Église a inventées, ou que tel philosophe a imaginé. La gauche moderne présente alors cet autre élément absolu, qu'on appelle droit si on veut, mais qui globalement est une règle de l'agir qui est absolue, et qui n'est pas liée à la temporalité. Bon, dans la vraie vie, ça porte un nom, c'est la morale. On est passé par un raisonnement alambiqué, en disant la morale est une construction qu'il faut dépasser. On en arrive dans cette perspective idéaliste qu'il manque un truc quand même dans l'agir, au rapport des principes, et finalement on en revient à la même conclusion. Le bien c'est bien, le mal c'est mal, il ne faut pas faire le mal et faire le bien. C'est la même chose, sauf que on a une liste différente, et la nôtre est meilleure que la nôtre. Drôle de relativisme. Voilà surtout en quoi ce relativisme me semble mériter le titre bien rabaisseur de philosophie pour classe de terminale. Une philosophie d'introduction qui permet de comprendre surtout par miroir les distinctions élémentaires, qui sont accessibles à tous, mais que l'élève découvre, et dans lesquelles, s'il n'est pas très fin, a l'impression de découvrir le poteau rose. Une autre solution morale qui est trouvée devant la grande diversité des systèmes moraux que les différentes écoles philosophiques ont élaborées, au point qu'il est difficile de prétendre pouvoir connaître la bonne, c'est l'école minimaliste. Le minimalisme moral a la prétention de faire une sorte de synthèse, par laquelle on dégraisse un peu les excroissances de chair que les philosophes ont ajoutées à la morale, pour ne voir que le squelette qui constituerait donc la base de la morale, et sa base incontestable. Il y a au moins dans ce raisonnement l'idée d'une vérité, correspondance de l'intelligence avec le réel, qu'on peut connaître ou non. Il y a dans la démarche de l'éthique minimaliste au moins la reconnaissance de ce principe. Cependant, l'éthique minimale donne un principe que moi je conteste. L'éthique minimale, c'est dans Ruven-Ougien, l'éthique aujourd'hui 2007. L'éthique minimale pourrait se réduire à cet unique principe dont la pauvreté est assumée. Ne pas nuire aux autres, rien de plus. Voilà, selon l'auteur, il n'existe pas de crime sans victime. Je le conteste. Je fais d'ailleurs une petite pirouette qui me permet d'insister sur un caractère de la morale essentiel, qui est que c'est l'intention qui fait le crime, et pas la victime, encore moins les conséquences. Un problème de la morale minimale et du relativisme, c'est de considérer que les conséquences du crime sont ce qui fonde son vice. Un certain nombre d'auteurs utilisent un argumentaire comme celui-ci. Moi j'affirme que si je tire sur un enfant, tout innocent, et que je le tue, je commets une faute morale très grave, et qui entre autres a des conséquences dramatiques. Si alors que je m'apprêtais à tirer, au moment où j'appuie sur la détente, je me rends compte que j'ai oublié de recharger l'arme, il me paraît évident que même si aucun mal n'a été causé, alors je suis coupable de la même faute morale, très grave, bien que, conséquence. Il n'y a aucune victime, c'est le même acte, parce que l'essence de mon acte de meurtre ne réside pas dans ses conséquences, mais dans mon intention de meurtrier. Pourquoi la moralité de mon acte serait modifiée du fait de mon oubli ou de la défectuosité de l'arme? Ce sont des éléments extérieurs à moi et étrangers à mon acte. La morale régule les actes que moi je conduis. Le minimalisme conclut très radicalement que, globalement, ce qu'on se fait à soi-même ne relève pas de la morale, et que si les autres sont d'accord avec les atrocités qu'on leur fait subir, alors l'acte ne relève pas non plus de la morale. La morale ne consiste pas en une liste d'interdits, certes, mais il y a un certain nombre de choses qui sont immorales, et il y a une loi écrite dans le cœur de tous les hommes,
qui est différente du sentiment de culpabilité et de l'empathie. Il y a une loi qui montre que telle chose est mauvaise et que telle chose est bonne. Je rebondis sur ce sujet particulier en glissant ici le fait que qu'une chose soit morale n'implique pas forcément que son interdiction par l'État, certes. Je dis pas non plus que l'État n'a que du pouvoir de la chose régalienne au minimal, mais quelquefois, l'État ne peut tout simplement pas, il y a des choses qui ne rentrent pas dans sa compétence, etc. Le but de M. Augien, qui est libertaire, philosophe libertaire, c'est de ne pas faire ce qu'il appelle du paternalisme, qui consiste dans le fait de prétendre connaître ce qui est bien pour les autres et le leur imposer, ou alors simplement de connaître ce qui est bien pour les autres. On en revient à une forme de relativisme peu convaincant. Sitôt qu'on veut appliquer cette morale dans la vraie vie, évidemment, on se retrouve face à un mur. Évidemment, c'est idiot de demander au patient s'il veut être soigné ou non, spécialement dans un hôpital psychiatrique. C'est un mal plus grand de mourir que de perdre son bras, même son bras droit. Si vous êtes médecin et que sur un champ de bataille, le soldat tombé vous demande de ne pas le soigner, qu'il veut mourir ou je sais pas quoi, faut évidemment le soigner quand même, il vous remerciera plus tard, je vous l'assure. Maintenant, je ne sais pas si l'État a cette autorité spécialement sur le privé. En fait, la question n'est pas là, on n'est pas censé modifier la morale, le bien et le mal, en fonction de qui intervient ou qui n'intervient pas. C'est bien ou c'est pas bien. On peut des fois se tromper, il y a des circonstances qu'on ignore. Des fois, il y a des gens qui mangent beaucoup parce qu'ils ont un régime particulier. Ou il y en a d'autres qui mangent peu à cause d'un autre régime. Ça n'empêche qu'au milieu, il y en a qui mangent trop parce qu'ils mangent trop. Et c'est dangereux pour eux. Et même quand ça ne l'est pas, on va pas faire leur éloge de trop manger. Si vous ne connaissez pas la personne, évidemment, vous ne pouvez pas lui imposer un régime ou des exercices. Maintenant, ça n'empêche pas le fait que d'être intempérant, de manger ou de boire outre mesure, même quand il n'y a pas de conséquences, ça vous rend plutôt inéligible pour être le modèle moral de quelqu'un d'autre. Et globalement, ça n'est pas vous qu'on appellera si on veut diriger le pays. L'idée que telle personne ou telle autre soit légitime d'intervenir n'a pas de raison de modifier la réponse à la question est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal. Un raisonnement correct serait il est mauvais de ne pas se soigner, car on risque de mourir, etc. Or, je n'ai pas autorité sur cette personne qui veut se soigner, donc je ne suis pas légitime d'intervenir dans sa vie. Et globalement, dans la plupart des cas, généralement, on va avoir il est mauvais de ne pas se soigner, car on risque de mourir. Or, la plupart n'ont pas cette autorité, donc la plupart n'ont pas la légitimité pour intervenir. Monsieur Augien, dans l'argumentation du rejet du paternalisme, prend le problème à l'envers. C'est-à-dire qu'il part du principe, d'ailleurs assez extrême, qu'il n'est pas légitime d'intervenir dans la vie de quelqu'un. Il en conclut que la morale n'a pas de rapport avec les actes qu'on se fait à soi-même, et il en conclut que la morale est relative à la volonté de l'autre. L'argumentation de Monsieur Augien de rejet du paternalisme prend le problème à l'envers. Il confond l'application avec le principe, de sorte qu'il semble que c'est l'application qui modifie le principe. Selon moi, le minimalisme moral n'a pas plus d'intérêt que le relativisme. En fait, c'est un relativisme un peu restreint. Ça nous aura au moins permis d'aborder en surface la question de l'intervention de l'État. On vient, dans notre partie sur le relativisme, de faire une critique d'une philosophie de gauche, mais qui n'est pas étrangère à la droite. Et pour notre critique sur le minimalisme, une philosophie sans doute partagée aussi bien à droite qu'à gauche. Je reviens sur notre problématique. Pourquoi est-ce que la gauche moderne est moralisatrice, tandis que la droite moderne est amorale ? Alors qu'historiquement, c'était le contraire. C'est pas fantastique comme explication, il y a plusieurs droites, plusieurs gauches. La gauche socialiste, vous le savez, est tardive. Marx, c'est 1880. Avant lui, c'était les libéraux qui constituaient la gauche, et les conservateurs qui constituaient la droite. Même si on remonte en 1871, l'Assemblée nationale élue est divisée en 3 tiers. Au milieu, vous avez les orléanistes, le centre de l'époque. Donc les orléanistes sont des royalistes modérés qui existent toujours sous l'égide de l'Action française. Voilà, donc aujourd'hui, c'est, vous savez, l'extrême giga droite. À droite se trouvaient les légitimistes, qui étaient aussi royalistes, mais davantage conservateurs. Et à gauche, vous avez des libéraux plus ou moins radicaux. À ce moment-là, la droite est catholique. Ses valeurs morales, ce sont le christianisme, et pourrait-on dire les vertus conservatrices, dont on parlera dans la 3e et dernière partie de cette vidéo. La gauche est républicaine, elle est libérale, progressiste, et elle a une morale relativiste. Le socialisme apparaît
et prend la place de la gauche sans la faire disparaître. C'est plutôt la droite conservatrice qui déclinera après la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, on se retrouve avec une gauche socialiste, et même si elle est en train de disparaître à petit feu selon moi, dans cette gauche socialiste, on a des relativistes purs, donc pas comme Usul qui fait semblant d'être relativiste. En réalité, il parle d'universel et donc de morale, même s'il ne s'en rend pas compte. Pas comme Mélenchon non plus, qui parle de morale bien volontiers. Mais voilà, un marxiste ordinaire, normalement, est complètement relativiste, complètement matérialiste. Pas de morale, pas d'universel, que de la matière, et on fait la révolution pour les conditions matérielles. Et dans cette même gauche, on a des idéalistes avec différents systèmes moraux qui peuvent être parfois très dogmatiques. On parlera des écologistes qui, quelquefois, sont très idéalistes. À droite, on a un mélange avec les anciens conservateurs et les libéraux. Ils sont vraiment des alliés de circonstance, historiquement ce ne sont pas des amis. Le système gauche-droite n'est plus vraiment pertinent au sujet de la morale, et de la morale relativiste ou conservatrice. Il y a des libéraux dans les bancs du RN, il y a des conservateurs chez les Républicains, et même un peu plus au centre, même si vous avez en général Reconquête et le RN sont plus conservateurs, à gauche on a un peu plus de libéraux. Il arrive que certains relativistes assis à droite à l'Assemblée soient plus relativistes que plusieurs assis à gauche à l'Assemblée. Le rapport au capitalisme a longtemps été la ligne de brisure gauche-droite. C'est pour comprendre un peu plus la question de rapport gauche-droite moral que j'aimerais maintenant vous parler de la morale dans l'économie, spécialement le rapport du capitalisme à la morale. Je vais essayer de montrer que dans le capitalisme, il y a une partie morale, une partie amorale et une partie immorale. Il y a des contradicteurs. Comte Sponville dit que le capitalisme est amoral parce qu'il est impersonnel et parce qu'il est intéressé. Yvan Quignoux dit que le capitalisme est immoral parce qu'il implique la propriété qui, selon lui, est immorale aussi. Voilà, Comte Sponville, c'est celui qui est de tendance plutôt libérale, il a fait ses études à l'ENS, de temps à autre il fait des conférences au Forum économique mondial de Davos, il a beaucoup plus de légitimité que moi pour s'exprimer, ça ne m'empêchera pas de dire que je ne suis pas d'accord avec lui. Voilà. Je dis nous parce que bien sûr ça vaut pour moi autant que pour vous. Que dans ce cas nous avons agi par intérêt et que notre action dès lors, pour conforme qu'elle soit à la morale, n'a pourtant, comme disait Kant, aucune valeur morale. Puisqu'il est accompli par intérêt et que le propre de la valeur morale d'une action, comme chacun sait, c'est le désintéressement. Il défend le capitalisme, et pour lui, ce capitalisme est amoral. Il n'a rien à voir avec la morale, il fait partie d'un autre ordre. La preuve en est, le capitalisme est intéressé. Or, la morale est gratuite. Tout ce qui est intéressé est en dehors de la question de la morale. Il pose ça comme un principe évident, il le démontre pas vraiment. Selon moi, il y a une distinction qui n'est pas faite. Certes, lorsqu'on parle de morale, on peut l'opposer avec la recherche de son intérêt. Si on fait le bien, c'est pas pour espérer une rémunération. Il n'en reste pas moins qu'on pose aussi de bons actes qui peuvent en même temps être intéressés. C'est ce que je vais défendre. Il ne me semble pas vrai de faire une séparation aussi nette entre les actes moraux et les actes utiles. Un seul acte peut les réaliser en même temps. Le fait même de rechercher son intérêt est moral, non pas parce que amoral, mais parce que si on ne le fait pas, c'est immoral. Ce serait une entrave à la vertu de justice, qui pour moi est un milieu entre deux abîmes, entre deux extrêmes. Que sont ces deux extrêmes? Celui de prendre plus que ce qui nous est dû, et celui de prendre moins que ce qui nous est dû. Sponville indique que lorsqu'il enseigne, il est payé pour cela. Et en plus, il ressent du plaisir, par conséquent, son acte est amoral, puisqu'il reçoit intérêt et jouissance. C'est faux, s'il enseigne par vertu, par justice pour ses élèves, et qu'il est payé, son acte reste moral, et pas seulement conforme à la morale. Et même s'il n'enseigne que par un froid devoir d'état de professeur, ou même dans la simple vue d'apporter de l'argent à son foyer, ou même à lui-même, il fait bien. Et s'il ne le fait pas, il est irresponsable, il est coupable. La preuve que j'avance de la moralité de certains actes intéressés, c'est que si on ne les fait pas, eh bien on est en faute. D'ailleurs, si on pense que lorsqu'on suit son intérêt, l'acte est amoral, et que la morale vaut mieux que l'intérêt, pourquoi est-ce qu'on ne choisit pas les actes moraux plutôt que les actes utiles? Sponville imagine un cas A et un cas B. Dans le cas A, c'est un acte conforme à la morale et conforme à l'intérêt. Dans le cas B, c'est un acte conforme à la morale mais qui ne fait pas gagner d'argent. Lequel choisit-on? Évidemment c'est le A, parce qu'il y a le double intérêt, disons.
Mais pourquoi est-ce qu'on choisit le cas A? Eh bien par intérêt. On choisit donc un acte conforme et à l'intérêt et à la morale par intérêt. Bon là, il fait un peu une carabistouille. S'il avait pris le cas inverse, le cas A qui est conforme à la morale et à l'intérêt, et le cas B qui est conforme à l'intérêt mais pas à la morale, eh bien on aurait dit qu'on choisit le cas A par morale et pas par intérêt. Bon, c'est un jeu de langage. Moi, je vous donne mon exemple. Il se trouve que, voilà, je lance une entreprise d'apiculture, je vais produire et vendre du miel pour mon intérêt. Certes, dans cette entreprise, un but, c'est de gagner de l'argent conformément à mon intérêt. Maintenant, le but principal que je poursuis, et que peut-être quelqu'un d'autre ne poursuivrait pas, c'est que mon entreprise, elle veut produire du bon et du bien. Elle veut m'empêcher d'être oisif, elle veut créer de la richesse pour le monde. Et si j'avais voulu strictement rechercher mon intérêt sans avoir une démarche équilibrée, donc morale, eh bien, j'aurais investi dans le Bitcoin ou dans le CAC 40, j'aurais pas besoin de travailler et peut-être que je gagnerais encore plus. Remarquez qu'en même temps que je dis que rechercher son intérêt est louable, j'y ai posé des limites. Puisque si on prend plus que ce qu'on devrait, alors on fait mal. L'entrepreneur capitaliste s'impose, on est d'accord, très rarement cette limite. Un deuxième argument que donne M. Comte-Sponville pour dire le capitalisme amoral, c'est qu'il est impersonnel. Je pense qu'il a à moitié tort puisque le capitalisme est à moitié impersonnel. Il est vrai qu'il existe des éléments impersonnels dans le capitalisme. Les rouages économiques, la loi de l'offre et de la demande, les cycles économiques, sont des éléments amoraux à mon sens, et je suis d'accord avec lui à moitié. En outre, ce sont des éléments que le capitalisme n'a pas inventés. Toujours est-il qu'il reste une partie indéterminée du capitalisme qui implique l'intervention d'individus qui posent des actes qu'on peut juger selon le caractère moral et qu'on peut interdire ou ne pas interdire. On ne peut pas prendre plus que ce qui nous est dû, et ça implique qu'il y a des moyens illégitimes d'enrichissement. Je crois que la spéculation en fait partie. D'ailleurs, la spéculation est à l'origine de la plupart des grandes crises économiques qui ont frappé le monde. La spéculation, vous savez, c'est d'acheter à prix bas pour revendre à un prix plus élevé. On fait un gain proportionnel à l'investissement qui est réalisé, qui peut être vraiment immense. On n'apporte rien du tout au bien, on n'apporte rien du tout à la société. On achète au même endroit le bien qu'on revend. Je pense que la spéculation, qui est difficilement séparable du capitalisme, est immorale. Je crois que c'est difficile de l'éradiquer, impossible de l'interdire à l'échelle d'un pays, peut-être plus à l'échelle internationale, mais ça reste quand même une tâche ardue. Si j'étais au pouvoir, moi je mettrais, je pense, une taxe assez importante sur les transactions positives, peut-être de l'ordre de 10 à 25%, voilà, en fonction des affinités. Il y a déjà des choses comme ça qui existent en Europe, mais c'est pas sur les transactions positives, et c'est de l'ordre de 0,25%. À partir d'1 milliard de transactions. Quand on abuse de la situation de faiblesse de ses subordonnés, et pour les priver d'un salaire juste, si on ne les traite pas à leur juste valeur, si on les licencie aussi rapidement qu'on les a employés, de sorte à faire l'économie de l'augmentation qu'ils auraient dû avoir par l'expérience qu'ils ont acquise, je trouve qu'il y a là quelque chose d'immoral, de désordonné. Dans le capitalisme, selon moi, il y a une partie morale qui est en fait une utilisation assez détournée du capitalisme, qui ne consiste pas à suivre son intérêt coûte que coûte, mais qui est capable de le sacrifier pour être juste. Sachant que dans le droit, les entreprises ont pour but législatif de faire du profit. C'est faux, les entreprises n'ont pas pour but de faire du profit, elles ont pour but de produire. Et donc c'est pour ça qu'on fait un usage détourné du capitalisme, parce que le capitalisme en lui-même est mal ordonné. Dans le capitalisme, il y a aussi une partie amorale, que sont les choses qu'on ne choisit pas, et une partie immorale, qui est le capitalisme aveugle, qui vendrait sa sœur en bourse pour son intérêt. Monsieur Quignou, l'autre contradicteur, tient une drôle de position. Il est marxiste et en même temps kantien. C'est pas classique du tout. Les marxistes ne sont pas kantiens, les kantiens ne sont pas marxistes. Je vous laisse l'écouter. Le critère fondamental chez Kant, c'est le critère de l'universel. Une maxime de vie. Une maxime de vie, si vous voulez, c'est une règle de vie qu'on met en œuvre. Capitaliste, il a une maxime de vie qui est d'être capitaliste. Un enseignant a une maxime de vie qui est d'enseigner et d'apporter le savoir aux autres, etc. Eh bien, une maxime de vie, et donc une pratique qui lui correspond, n'est morale que si elle peut être rendue universelle. Et si elle ne le peut pas, si elle se contredit quand elle est portée universelle, elle est immorale. Exemple tout simple et tout banal, un privilège. Vous condamnez tous ces privilèges. Et pourquoi ?
parce que c'est un avantage qui est monopolisé par certains et auquel d'autres n'ont pas droit, et que par définition, un privilège ne peut pas être universalisé, sinon ça ne serait pas un privilège. Et bon, la propriété privée des moyens de production, tout le monde ne peut pas être propriétaire des moyens de production au sens d'une propriété privée. Parce que pour qu'il y ait propriété privée, il faut qu'il y ait des travailleurs qui ne sont pas propriétaires, qui travaillent. Le problème, en premier lieu, c'est le principe de la morale de Kant, tout simplement, qui n'est pas la plus sérieuse. L'idée de la démarche de Kant, c'était de découvrir une métaphysique des mœurs, une sorte de règle universelle par laquelle on pourrait dire ce qui est moral et ce qui ne l'est pas. Comme la morale est universelle, ce qui est vrai, il prend l'universalité pour critère de définition de la morale. Je pense que Kant fait une morale trop éloignée de sa finalité. Imaginez que la morale soit comme une boussole. Kant prétend que pour savoir où aller, il suffit que l'aiguille ne soit pas tordue et qu'elle pointe de façon cohérente dans une direction. C'est l'universalité. Le problème, c'est qu'une boussole peut être parfaitement droite et pointer avec logique vers un précipice. Dire qu'une action est bonne parce qu'on peut en faire une loi universelle oublie l'essentiel, le but de l'action. Une règle peut être applicable à tous sans être juste pour autant. Je note en même temps que la propriété privée et les privilèges ne sont pas des actions. Ce sont des situations. Ces situations qui existent parce qu'elles découlent d'actions, certes, mais c'est déjà autre chose. Et les actions, ça peut être l'acquisition d'un bien, par exemple. Et dans l'acquisition d'un bien, il y a le don. Alors, je vous conseille de ne pas faire de dons à Monsieur Quignou, mais vous pouvez faire des dons à notre association, nous on a besoin pour la production des vidéos. L'acquisition d'un bien est contraire à l'universel, puisqu'on possède un bien, les autres ne peuvent pas l'avoir. La distinction essentielle que ne fait pas Monsieur Quignou, c'est celle qui fait voir l'acte selon ses circonstances et selon son essence. L'essence de l'acte, c'est un peu son âme, c'est sa finalité. Les circonstances, la matière, ce sont des éléments qui le modifient de manière mineure. Les circonstances d'un acte ne sont jamais universelles, elles sont toujours différentes, et ça n'est pas ça qui rend l'acte universel ou pas. Argument par l'absurde, on est d'accord que si je mange une pomme, vous ne pouvez plus la manger ensuite. Je ne peux pas universaliser le fait de manger cette pomme, mais je peux universaliser le fait de manger pour vivre. On note aussi que M. Quignou fait bien le malin avec sa conférence et ses arguments formels, sa condamnation tranchante du capitalisme et surtout du droit de propriété. Ce qu'il oublie et qui est un petit peu l'essentiel, c'est que la morale, ça n'est pas quelque chose d'éloigné, ça n'est pas quelque chose d'hypothétique, qui se réalise seulement et seulement si on arrive au pouvoir et on peut abolir pour tous la propriété et le capitalisme. La morale, c'est ici et maintenant. Donc, si la propriété est immorale, il faut y renoncer maintenant. Donc là, la conférence payante avec les boomers communistes, c'est pas possible. La propriété privée est nécessaire pour subvenir à ses besoins, pour protéger sa famille et pour pratiquer la générosité également. Très rapidement, au sujet de l'écologie, qui avance quelquefois une nouvelle morale, je crois qu'il y a une erreur de mesure. Je pense qu'il faut mettre en regard la responsabilité, directe ou indirecte, d'un individu et d'une collectivité plus puissante. J'ai l'impression qu'on a souvent l'idée d'une grande vertu de l'écologie à laquelle on participe en faisant des actes écolos, qu'on détruit en faisant des actes pas écolos. Je crois que l'écologie est surtout liée au domaine de la technique et de la faisabilité. Il y a un danger à long terme pour toute l'humanité. Celui qui, étant convaincu du danger et des moyens pour le contrer et qui ignore tout de même le problème, commet sans doute un acte immoral, d'imprudence, d'injustice. J'ai entendu quelquefois cette parabole féerique, les animaux de la forêt qui doivent éteindre un incendie. Chacun fait son travail de pompier, y compris le colibri qui apporte l'eau goutte par goutte. Lorsqu'on lui demande à quoi il joue, il répond « Je fais ma part ». Maintenant, on n'est pas des animaux fantastiques dans la forêt. Le fait, le colibri, l'incendie, il n'y a rien changé. Même avec 1000 colibris. Gardez en tête quand même la dimension des acteurs. Je ne sais pas exactement ce qu'aurait pu faire le colibri pendant ce temps-là, mais moi sans doute que je l'aurais préféré à chanter qu'à faire semblant d'éteindre l'incendie. Je crois qu'un homme qui est au pouvoir a accès aux informations qu'il voudra, certaines sont confidentielles sans doute, il aura les conseils suffisants pour mener les bonnes actions. Ça me paraît étrange et manquer de substance que de fonder un programme pour la présidentielle sur cette question-là. Cette question-là qui relève un peu plus de la technique que de la conviction, parce que la conviction, en fait, elle est partagée par tous. En résumé, sur cette partie capitalisme et écologie, si je peux suggérer un conseil général pour le discernement des esprits, disons, je crois que c'est étrange de faire confiance à un auteur qui, après une longue élucubration intellectuelle, on arrive à la conclusion que telle chose que tout le monde condamne est morale, et que telle chose que personne ne conteste est immorale.
Je crois, comme je l'ai déjà dit, que la morale est inscrite dans le cœur des hommes, qu'elle ne se démontre pas. Au mieux, elle s'affine, et c'est ce que je vous propose de faire dans cette dernière partie. Tous nos actes sont la recherche d'un bien, d'une chose qui est bonne. Et il y a sans doute plusieurs sortes de biens. Les plaisirs, je pense, sont le premier type de bien. Le plaisir est passager, le plaisir va et vient. Le plaisir est rarement satisfaisant, en témoignent ces chanteurs qui disposaient de tous les plaisirs qu'il était possible de s'acheter et qui se sont enfoncés de plus en plus bas dans une drogue moins satisfaisante à chaque injection et pour finir, quelquefois, par le suicide. Autrement, le plaisir est bon, sinon nous n'en voudrions pas. Mais le plaisir n'est pas le premier des biens. Au-dessus du plaisir, au-dessus du bien agréable, il y a le bien utile, ce qu'on appelait l'intérêt tout à l'heure. Le bien utile est supérieur au premier, au plaisir, puisqu'avec le bien utile, on peut obtenir un autre bien. Soit un autre bien utile, soit un plaisir. Mais le bien utile ne se veut pas pour lui-même. Si on a de l'argent, ça nous permet d'avoir des trucs qui nous permettent d'avoir d'autres trucs. J'ai fait mes études, ça me permet d'avoir un travail, qui me permet d'avoir de l'argent, qui me permet d'avoir une maison, qui me permet d'avoir une femme et des enfants. C'est bien d'avoir une maison, une femme et des enfants, mais si on le considère sous le rapport de l'utilité, ça sera là une chaîne sans fin de conséquences qui n'ont pas de but. Cette chaîne se brise éventuellement pour descendre au bien agréable, ou pour éventuellement obtenir quelque chose de supérieur. Mais je ne crois pas que le bien utile puisse par lui-même obtenir ce bien supérieur, car il faut passer par le bien qui est voulu pour lui-même, qui est la morale, ou le bien louable. C'est par la pratique des vertus que l'homme s'élève au plus haut. La pratique des vertus est le bonheur. Elle consiste en une pratique mesurée sur tous les plans, voulue pour elle-même. 4 grandes vertus régulent toutes les autres. Ce sont la prudence, la justice, la force et la tempérance. Tous les actes se doivent d'être en même temps prudents, justes, et d'être réalisés avec force et tempérance. La prudence régule les actes par rapport à la raison, en prenant en compte les circonstances. La justice rend ce qui est dû à chacun. La force est le moyen de s'opposer aux obstacles et de persévérer dans cette position. La tempérance régule les mauvaises dispositions du corps et trouve le milieu entre les deux extrêmes. La vertu consiste en une bonne habitude qui grandit avec le temps. C'est le sens étymologique du mot moral et du mot éthique, habitude. C'est là la morale individuelle. Je pense que la politique est une extension de la morale. La société n'est que la multiplication des individus. Il convient pour le chef de la société d'exercer la même morale, mais une échelle différente est une circonstance différente, qui applique des options différentes. Cette mettre en regard cette morale que je viens d'exposer, c'est qui est la morale défendue par Aristote, avec la devise de la République, qui est parfois perçue comme la liste des principes intangibles. Entre nous, si la devise de la France était les principes universels, tous les pays l'auraient adopté comme devise. La liberté tient un rôle central, je pense, dans la morale, certes. Dans la mesure, en tout cas, où c'est l'intention qui fait la moralité, donc la volonté. Et la volonté libre. Cependant, le but de la morale, je crois, n'est pas la liberté. Le bonheur et les bonnes habitudes procurent la liberté, je le pense. Mais la liberté est davantage un prérequis à la morale que son objectif. Il faut distinguer la liberté physique du libre arbitre. La liberté physique, c'est pour un oiseau de n'être pas en cage. Et le libre arbitre, c'est celui qui prend la décision entre le bon choix et le mauvais choix, entre le bien et le mal. La bonne liberté est celle qui consiste à se mouvoir dans le bien. Disons, pour faire légaliste, la liste des actions qui ne sont pas immorales et parmi lesquelles on peut choisir. Évidemment, il n'y a pas de liste. Les circonstances peuvent tout changer, et même l'ignorance de tel ou tel individu peut changer la moralité de l'acte. Par exemple, si on pense que la propriété privée est immorale, eh bien, si on possède des biens, on est quand même en faute, même si c'est n'importe quoi. Le libre arbitre est nécessaire à la morale au rapport du caractère volontaire des actes posés. Cependant, si on pose la liberté comme but de son action, alors on prend la liberté comme bien utile, et on ne fait que rechercher le pouvoir et son intérêt, c'est moins glorieux. L'égalité doit garder, je crois, une place de choix dans la justice. Cependant, la justice ne consiste pas en l'égalité entre les individus, mais plutôt en l'égalité entre chaque individu et sa possession. L'identité entre chaque individu et sa possession, entre son être et son avoir.
L'égalité est une identité. Si les hommes étaient égaux entre eux, alors ils seraient identiques. Un argument métaphysique très solide que Aristote met en avant pour dire que l'égalité n'est pas un principe, c'est que l'égalité ne relève du commensurable. Elle est une mesure, elle est une relation entre deux choses. Elle est une relation entre deux choses, et non pas une chose elle-même. Elle ne peut pas être un principe, car elle dépend de deux autres éléments pour exister. La fraternité révolutionnaire est un peu étrange. Le mot est tardif déjà. Avant 1794, on avait liberté, égalité ou la mort. C'est moins avenant. Fraternité suppose une paternité, sauf à la trouver dans la patrie ou dans l'humanité entière. Idéalisme d'ailleurs un peu étrange, qui de nos jours a engendré si bien le nationalisme que le mondialisme. Je crois que les deux ne sont que des idéologies pas très ordonnées. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être patriote ni soucieux du reste du monde, mais je dis que la nation n'est pas un principe de la morale. Le principe, c'est la justice. La nation, c'est le moyen terme vis-à-vis duquel la justice rappelle aux citoyens leurs devoirs. Ainsi en est-il de la ville, de la province et peut-être au-delà de la nation. Maintenant, il est évident que les devoirs sont plus importants pour ce qui est plus proche de nous. Et le patriote et l'homme vertueux ferait bien de se soucier des malheureux qui vivent pied de chez lui avant de se soucier des malheureux du Proche-Orient. Les nations vont et viennent. Ça ne les empêche pas d'être très grandes et vénérables et de posséder une réalité qui dépasse évidemment l'addition du nombre de leurs habitants. La fraternité me fait penser, si le Père est Dieu, à ce lien de charité qui unit les hommes. C'est là l'acte le plus parfait de la morale. La charité se trouve dans la fraternelle amitié entre les hommes, et dans la filiale piété que l'homme a pour son Créateur. La charité vient aussi et surtout d'en haut pour se répandre vers le bas. La morale est supérieure aux mœurs, qui elles vont et viennent, tout comme les lois. Cependant, les lois sont encore en dessous des mœurs. D'ailleurs, les lois sont davantage faites à partir des mœurs que le contraire. Une loi qui va contre la morale est injuste, une loi qui va contre les mœurs est le plus souvent irréaliste et inapplicable par le fait même. Je souhaite maintenant vous parler d'une forme de morale qu'on peut appeler héroïque, ou encore une morale au-delà du devoir. Il s'agit d'actions qui ne sont pas strictement obligatoires, mais que l'on choisit librement de faire parce qu'elles sont bonnes, même si rien ne nous y oblige, distinguant spontanément entre ce que l'on doit faire, ce qui est interdit, et ce qui est néanmoins tenu pour excellent ou préférable même. Cette dernière catégorie ne relève ni de la contrainte, ni du simple calcul d'équilibre de justice, mais sans doute d'un excès volontaire de bien. On peut comparer, on l'a déjà fait, la vertu à une ligne de crête, entre deux abîmes, deux extrêmes. Prenons la douceur qui concerne la manière de gérer la colère. D'un côté, il y a l'excès, qui est une colère trop forte ou mal maîtrisée, qu'on peut appeler irascibilité. De l'autre, il y a le défaut qui consiste à ne jamais réagir, même quand il le faudrait, on peut l'appeler mollesse. La douceur se situe entre les deux. Mais ce point d'équilibre dépend toujours des situations concrètes. Il ne s'agit pas de supprimer la colère, mais de savoir quand elle est juste et quand elle ne l'est pas. Une réaction ferme peut être nécessaire dans certains cas, dans d'autres, il est plus juste de laisser passer. Tenez. Saint Basile compare l'homme doux à un soldat discipliné qui sait prendre les armes ou les déposer selon l'ordre de son chef. Le chef, c'est l'âme, la volonté. La disciplinée, c'est le corps. L'idée est que la colère n'est pas supprimée, mais guidée par la raison. Dans une perspective chrétienne, cette idée prend une signification plus forte. La vertu peut alors être élevée à un niveau supérieur, où elle devient une manière d'imiter le Christ. Elle ne repose plus seulement sur ce qui est obligatoire, mais sur un choix libre, motivé par la gratitude et le désir de faire le bien. Dans cette perspective, le christianisme et Jésus-Christ, qui est Dieu, n'agit pas selon une logique de stricte récompense, mais selon une logique de miséricorde. Cette manière d'agir ne relève pas de la faiblesse, mais d'une force intérieure plus grande que la simple justice. Elle peut sembler excessive vue de l'extérieur, mais elle demeure intérieurement ordonnée. Cette dynamique, d'ailleurs, ne se limite sans doute pas au cadre chrétien ou dogmatique. Elle peut être aussi comprise plus largement comme une possibilité humaine, celle de ne pas se limiter à ce qui est exigé, mais de faire davantage, librement d'ailleurs. Pour une personne non croyante, cela peut être compris comme une forme élevée de liberté morale.
où l'on choisit de faire le bien non par obligation, mais parce qu'on estime juste d'aller plus loin. C'est néanmoins l'attention, il faut le répéter, qui donne son sens moral à ce que nous faisons. Saint Jean Climac, dans sa réflexion sur la vie spirituelle, décrit 3 manières de réagir à une même offense, 3 paliers surnaturels et héroïques de la vertu de douceur. J'ai vu 3 moines subir le même jour une même injure. Le premier se troubla, mais se retint de répondre. Selon la vertu de justice, il fallait répondre quand même. Le premier se troubla, mais se retint de répondre, c'est le premier palier. Le second se réjouit pour lui-même, mais fut attristé pour l'autre qui l'avait offensé. Le premier se réjouit, parce que par l'offense qu'il a reçue, il va pouvoir s'élever surnaturellement et expier sans doute des fautes. Le troisième, ne voyant que le dommage du prochain, qui a péché, le troisième, ne voyant que le dommage du prochain, versa des larmes brûlantes pour lui. Et c'est un équilibre constant entre justice et miséricorde qui consiste en la charité. Il s'incarne dans des existences concrètes, où la justice naturelle est librement dépassée par la charité. On peut en trouver un exemple dans la vie de Saint Louis, qui, après la guerre de Saintonge, restitua une partie de l'Aquitaine à son adversaire le roi d'Angleterre afin de parvenir à une sorte de paix. Ce geste qui pouvait sembler défavorable sur le plan politique ne vient pas d'une faiblesse, mais d'un choix orienté vers la paix et vers le bien commun. Il montre une forme de vertu qui ne consiste pas à renoncer à la justice, mais à aller au-delà d'elle, lorsque cela permet un plus grand bien. Je vous remercie vivement d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite, si vous avez des désaccords sur tel ou tel point, à reporter la contradiction en commentaire. Je vous indique que cette vidéo au thème de politique et de société est la première d'une série qui verra publier en juin un 2e épisode sur la féminité et le féminisme, et en juillet un épisode sur l'éthique de l'intelligence artificielle par un docteur en philosophie. N'hésitez pas à vous abonner pour les recevoir et à partager cette vidéo. Je vous remercie.